Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours d'histoire à distance. La dernière fois, nous avions vu ensemble comment les États-Unis d'Amérique, nouvellement indépendants, deviennent une démocratie et une république fédérale. Vous aviez également travaillé sur George Washington et vous devez d'ailleurs me rendre ce travail avant samedi. Aujourd'hui, nous allons étudier cette nouvelle démocratie américaine et nous allons voir qu'elle n'est pas parfaite. À nos sens de contemporains, ça nous semble même une démocratie bien lacunaire. Nous allons voir aussi que malgré ses défauts, elle a inspiré de nombreux autres pays, et notamment la France. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, rappelez-vous que les Français ne vont pas tarder à eux aussi avoir des idées de démocratie. Alors commençons. Malgré une constitution libérale, une large partie de la population est exclue des droits civiques. Même si plusieurs ont lutté pour l'indépendance, y compris militairement, les femmes sont privées de droits politiques. Seul le New Jersey leur donne le droit de vote en 1776 avant de le leur retirer en 1808. Vous vous souvenez, les pauvres sont eux aussi exclus de la vie politique. Seuls les propriétaires peuvent voter et être élus. C'est ce qu'on appelle un suffrage censitaire qui fait de la République américaine une oligarchie. Seuls les très riches ont le pouvoir d'influer sur la vie politique. Ce ne sont pas les seuls exclus. Ainsi, sur 4 millions d'habitants, les États-Unis comptent 20% d'esclaves, surtout présents dans le sud du pays. La plupart des pères fondateurs de la Constitution possèdent des esclaves et, malgré leurs convictions républicaines, sont imprégnés par des idées racistes de leur temps. Prenez le temps de lire ce document, par exemple, qui est écrit par Thomas Jefferson. Les États du Nord abolissent progressivement l'esclavage, mais il reste légal dans les États méridionaux. En effet, les États du Nord s'industrialisent rapidement, tandis que les États du Sud, qui restent agricoles, ont besoin de cette main-d'œuvre dans leurs champs, notamment dans les champs de coton. Quant aux Amérindiens, ils sont considérés comme des sauvages et massacrés avec l'assentiment du Congrès américain. Des colons s'installent sur leurs terres, c'est le début de la conquête de l'Ouest. Entre les différents États, la compétition est forte pour s'approprier ces terres. La carte politique évolue, de nouveaux États apparaissent peu à peu dans ces régions et d'autres s'agrandissent. Regardez la carte. Les Amérindiens ne bénéficient, avec la Constitution des États-Unis, d'aucun droit politique. Protégés par le roi d'Angleterre jusqu'à la guerre d'indépendance, ils perdent maintenant leurs droits de propriété et sont chassés de leurs terres. Le gouvernement fédéral des États-Unis veut éloigner en effet les Amérindiens de leur territoire situé à l'ouest des 13 colonies pour qu'ils soient colonisés par des citoyens américains et qu'ils deviennent de nouveaux États des États-Unis. C'est ainsi qu'en 1830 est voté l'Indian Removal Act, la loi sur le remplacement des Indiens. Proposée par le président Jackson, elle ordonne la déportation des Amérindiens vivant dans les territoires situés entre les 13 États fondateurs et le Mississippi vers un territoire plus lointain. Cette déportation massive concerne 60 000 personnes. Les Amérindiens étaient tolérés jusqu'en 1830 s'ils adoptaient un mode de vie civilisé, entre guillemets, c'est-à-dire abandon du nomadisme et de la propriété collective. La loi marque une rupture. Elle chasse 5 tribus qui respectaient ces principes. Cette déportation, particulièrement brutale, s'effectue à marche forcée. Des milliers d'Amérindiens sont morts tout au long du parcours, en particulier de froid, notamment chez les Indiens Cherokee. Ce déplacement ayant eu lieu de 1831 à 1838 est surnommé la piste des larmes. Selon l'historien Grant Foreman, sur 18 000 Cherokees exilés, 4 000 sont morts. La démocratie américaine est donc loin d'être parfaite. Cela ne l'empêche pas d'avoir un impact considérable en Europe et notamment en France. Alors pour voir lesquels, je vous demande de faire les questions 1 à 4 et la question de synthèse, page 219. Mettez la vidéo sur pause et prenez le temps de faire cet exercice. Alors vous avez donc vu que la Révolution américaine a un retentissement très important en Europe, puisqu'elle montre un système démocratique avec des libertés individuelles respectées, etc. Donc ça fait penser aux Européens qu'un tel système est possible. Alors pour voir un peu mieux comment se font ces échanges, on va travailler un petit peu sur la figure de Benjamin Franklin, qui est l'ambassadeur des États-Unis en France, et qui participe à la diffusion de ces idées nouvelles. Je vous laisse prendre en note les quelques éléments importants de ce récit. Alors Benjamin Franklin est né en 1706 à Boston, dans les colonies britanniques des États-Unis. Il est mort en 1790. Imprimeur, inventeur et homme politique, il a participé à la rédaction de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Il est envoyé en France dès 1776 comme premier ambassadeur de son pays pour négocier avec Louis XVI un traité d'alliance militaire. Il ne rentre dans son pays qu'en 1784. Précédé d'une excellente réputation, jouant avec son image, il est vêtu de manière simple, sans perruque poudrée,
porte un bonnet de fourrure reconnaissable, etc. Il fait d'abord sensation à la cour. Donc il se met en scène comme un cliché de l'américain de l'époque, du colon, avec des fourrures, vêtu relativement pauvrement, etc. Et ça en fait un objet d'intérêt, un objet de curiosité. Pour être à la mode à l'époque, il faut se montrer avec ce Benjamin Franklin qui est très différent de toute la noblesse bien poudrée, bien habillée, à laquelle on est habitué à la cour. Ça lui permet de nouer des relations directes avec des hommes d'État français. Grâce à cette notoriété, il obtient du roi Louis XVI la reconnaissance des États-Unis en 1778. C'est-à-dire que la France reconnaît que c'est un nouveau pays. Il obtient aussi de Louis XVI une aide économique et militaire, nous l'avons vu. Il est donc très populaire auprès des Français. Il se lie surtout d'amitié avec des intellectuels influents, comme Voltaire. Un autre penseur français, Condorcet, échange avec lui de très nombreuses lettres. Et vous le voyez, il écrit un éloge à Benjamin Franklin. Alors avoir Benjamin Franklin à sa cour, se montrer proche des États-Unis et leur fournir son aide, cela permet à Louis XVI de faire monter sa cote de popularité, puisqu'il donne l'image d'un roi ami de la liberté, et en plus, la rivalité avec l'Angleterre est vieille en France. Donc avoir vaincu les Anglais, même si c'est seulement pour la guerre d'indépendance américaine, ça permet d'effacer un petit peu les dégâts de la guerre de 7 ans, et cette image de défaite vis-à-vis de l'Angleterre. Là, on est dans une image victorieuse. Par contre, ce gain de popularité, il est temporaire. Pourquoi ? Parce que les finances publiques sont fragilisées. La dette du royaume explose. Vous le voyez sur ce document qui est aussi à la page 219. La France s'est beaucoup endettée pour pouvoir mener la guerre d'indépendance face à l'Angleterre. Le roi doit donc monter les impôts et face au refus de la population, il est obligé en 1788 de convoquer les États généraux. La suite est pour votre programme de première, puisqu'on ne va pas directement travailler sur la Révolution française, mais vous vous doutez de ce qui se passe en 1789 avec ces États généraux nouvellement convoqués. Cela conclut donc notre chapitre ainsi que notre thème. N'oubliez pas de recopier les mots de vocabulaire qui sont sur le NT, et n'oubliez pas non plus de me rendre votre travail sur George Washington qui sera l'évaluation de ce chapitre. La prochaine fois, nous commencerons un nouveau chapitre de géographie pour changer un petit peu. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.